Bonjour à tous et bienvenue sur Connectonaire avec la lettre pro de la radio. Pour notre invité de ce début 2019, nous accueillons Laurent Frisch, le directeur du numérique et de la production à Radio France. Bonjour. Bonjour François. Et bonne année, meilleurs vœux à vous. Merci, bonne année à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette nouvelle année qui démarre ? Oh là là, plein de bonnes ondes, probablement. Plein de bonnes ondes. Oui, totalement. totalement. Des ondes numériques ? Pas que, toute forme d'onde. Alors, aujourd'hui, on va passer en revue pendant une dizaine de minutes votre métier et aussi comment vous voyez justement ces métiers d'avenir que sont la radio, puisque la radio progresse beaucoup. À Radio France, vous êtes très innovant. Vous avez lancé beaucoup de choses en 2018 et en 2017. On va voir ce qui se prépare en 2019. Un mot peut-être de votre CV. Alors, vous êtes un polytechnicien, c'est comme ça qu'on le dit. Vous êtes issu des télécoms. Vous êtes passé par Orange, Page Jaune. Et vous êtes passé par France Télévisions avant d'arriver à Radio France. Vous fêtez vos 4 ans à Radio France. Vous avez été embauché à l'époque par le PDG Mathieu Gallet. D'abord, qu'est-ce que votre expérience à Orange, peut-être à Page Jaune et à France Télévisions, vous a apporté dans les fonctions que vous occupez aujourd'hui à Radio France ? Alors c'est une question compliquée pour commencer l'année, dites donc. Vous me donnez presque l'impression de passer un entretien d'embauche. J'espère que ça n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Écoutez, je ne saurais pas vous répondre directement. Je sais qu'aujourd'hui, les médias, les contenus, les réseaux, les expériences utilisateurs, tout ça se rencontre et que avoir un peu le goût de ce que sont les réseaux, le goût de ce que sont les expériences web, le goût de ce qu'est l'information, de ce qu'est le divertissement, de ce qu'est la musique, de ce que sont les expériences de contenu en général, ça aide pour exister dans les médias et pour savoir où aller. En préparant cette émission, vous me disiez que vous étiez bien à Radio France, que c'était une très bonne maison, que c'était pas aussi un gros paquebot qu'on pensait. Vous avez pris depuis septembre dernier la production dans vos fonctions en plus du numérique. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir la production dans son portefeuille, comme on dit ? Portefeuille, je sais pas, responsabilité en tout cas, oui, avec l'enjeu de continuer de préserver la qualité de ce qu'on fabrique pour la radio, mais un nouvel enjeu qui vient de toutes les évolutions qu'ont connues les médias ces dernières années, qui est de l'emmener à exister cette radio sur différents supports, et plus uniquement en linéaire et sur des ondes hertziennes. Ce qui veut dire probablement, quand on accompagne la production aujourd'hui de la radio, d'en faire un tout petit peu plus pour réussir à la faire exister sur des supports qui ont des écrans, sur des supports auxquels on parle, sur des supports sur lesquels les utilisateurs, les auditeurs viennent nous écouter à la demande dans leur temporalité à eux. C'est quand même assez nouveau de fusionner, d'ailleurs ça en dit beaucoup sur notre époque, de fusionner le numérique et la production. Est-ce qu'il faut voir un symbole derrière de la part de vos dirigeants, en tout cas de votre patronne Sybille Veil ? On n'a rien fusionné, on a mis sous la responsabilité d'une personne des champs différents qui doivent de plus en plus aller dans la même direction. C'est bien ça le sens de cette réforme. Justement, vous êtes arrivé il y a 4 ans. Comment avez-vous modifié votre façon de travailler à Radio France pour s'adapter à l'époque, sachant que Radio France est une maison qui a beaucoup de radios, beaucoup de personnel, 4000 salariés, vous avez 800 personnes sous votre responsabilité. C'était aussi changer votre façon de travailler et changer la façon dont on travaille avec les équipes. Écoutez, il y a une chose que le web m'a apprise et probablement plein de choses que la radio m'a apprise. Ce que le web m'a appris, c'est qu'on ne peut plus travailler suivant des organisations très classiques, très hiérarchiques et très rigides. On est obligé de brasser des compétences pour réussir à trouver le bon chemin entre ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a envie de produire et des gens pour les écouter ou regarder ou lire ce qu'on a à raconter. Et ce que m'a appris la radio, c'est une grande agilité, une grande souplesse finalement, une grande proximité humaine finalement entre des gens. La radio, c'est une aventure à taille humaine, quand bien même elle se fait à grande échelle et à l'échelle de Radio France, avec des gens qui se parlent, qui se fréquentent, qui se côtoient, qui peuvent échanger, qui peuvent s'engueuler aussi parfois quand ça marche pas ou qu'on n'est pas d'accord, mais qui ont envie d'aller de l'avant ensemble. C'est quoi être directeur du numérique en fait à Radio France ? C'est quoi ce métier en fait ? C'est un nouveau métier ou c'est quelque chose qui a toujours finalement existé sur le numérique et pas d'aujourd'hui on va dire Internet n'a pas toujours existé. Le média radio va, je crois, fêter dans ses 100 ans, bientôt. Ouais. Le numérique a un peu plus de 20 ans. La radio pour le numérique a nettement moins que ça. L'audio, on en parle beaucoup. L'audio digital, on en parle beaucoup depuis quelques mois, peut-être maintenant depuis quelques années. Ça reste quelque chose de très récent. Qu'est-ce que c'est d'être directeur du numérique dans une radio ? La première des choses, c'est de comprendre qui sont les auditeurs, comment ils se comportent et comment on peut réussir à leur parler ou à adresser ce qu'on a envie de leur dire, alors que leurs pratiques sont en train d'évoluer fortement. Pas leur amour de la radio,
pas la confiance qu'ils accordent dans l'information qu'ils entendent à la radio. Elle reste toujours la même, la confiance en la radio, je crois. Elle reste très forte, ouais. Et on est convaincu que l'attachement des auditeurs, des Français, disons, aux médias radio est très fort. Par contre, en permanence, à chaque moment de la journée où on était en situation d'écouter la radio, on a maintenant entre les mains un smartphone ou un appareil connecté, quel qu'il soit. Eh bien, ça nous distrait de la radio, mécaniquement, j'ai envie de dire. Être directeur du numérique, c'est certainement prendre acte de cette réalité et se demander comment nous, la radio, acteurs de l'audio, on réussit à apporter ce qu'on a à dire à ces oreilles qui se baladent sur d'autres supports que des récepteurs radio. Alors, début 2018, vous aviez donné une interview à INA Global et vous aviez donné les 3 tendances à venir. C'était il y a pile un an. Le podcast natif, la vidéo et les assistants vocaux. Je reprends vos termes. On est début 2019. Est-ce que vous maintenez ces tendances et comment finalement ça a évolué par rapport à vos prédictions? Est-ce qu'on est arrivé au bout? Est-ce qu'on a franchi des étapes? Alors on n'est qu'un an après, donc je suis... C'est long dans le digital et dans le numérique, hein, quand même. C'est long, c'est court, faut pas exagérer la temporalité du digital. En un an, tout n'a pas changé du tout au tout. Et je pense que je pourrais reprendre ce triptyque aujourd'hui. Je lui rajouterais peut-être une nuance supplémentaire, qui est celle de la personnalisation de l'expérience média. Je pense que on est dans le moment où petit à petit les usages personnalisés sont en train de devenir... peut-être pas encore la norme, mais en tout cas une habitude pour les auditeurs, utilisateurs, internautes. Si je vous demande les 3 tendances pour 2019-2020, on va dire, on va essayer de donner moins de préemption à vos prédictions. C'est toujours ces 3 tendances, on va dire? Vous me permettrez de redire podcast natif, vidéo et assistants vocaux, personnalisation de l'expérience. Je pense que c'en serait une 4e. Et puis alors, est-ce que je la mets d'ici 2020 ? Je sais pas. En tout cas, je suis convaincu que ce qui se passe dans l'habitacle, dans la voiture, qu'elle soit connectée ou qu'elle soit demain autonome, qu'elle se conduise toute seule, ça peut changer beaucoup de choses pour nous, les acteurs de la radio. Alors parlons du podcast natif. Radio France cartonne, hein, vous êtes un des leaders en France. Comment vous l'expliquez ce succès? Est-ce que c'est d'abord parce que vous produisez beaucoup de contenu? Et c'est vrai que le podcast d'abord c'est du contenu et c'est beaucoup plus facile pour des radios qui produisent du contenu que pour des radios qui produisent plutôt de la musique, ou est-ce que c'est les tuyaux et c'est la façon dont vous les amenez? Écoutez, je pense qu'il y a 3 facteurs qui font que Radio France est fort sur les podcasts, et le premier facteur ne dépend pas de nous, il dépend des pratiques des auditeurs, des internautes, qui petit à petit ont de l'usage. Ils ont appris à s'approprier ce format qui n'a que 10 ans, ou 10 ans et quelques mois. Faut peut-être rappeler que podcast est la contraction de iPod et de broadcast. Alors on parlait de balado-diffusion, hein, ça marche plus. Hein. Maintenant on redit podcast. Hein. On a peu adopté le terme de balado-diffusion en France, on l'a adopté au Québec. Il est assez joli. Est-ce qu'il est totalement exact? Lui non plus, je ne crois pas qu'il le soit. Puisqu'on peut l'écouter sur un assistant vocal chez soi, donc c'est pas forcément en balade. Et sans se balader. Par contre, le contenu, lui, se balade en effet. Donc je pense que l'usage est rentré dans les habitudes des gens. Si tout le monde n'a pas de smartphone, 3/4 des Français en sont équipés et ça favorise cet usage. On a envie d'écouter des choses pendant ses trajets en transport en commun, pendant qu'on fait son footing et pendant différents moments de la journée. Je pense qu'un autre facteur qui concerne spécifiquement Radio France, c'est qu'on a une quantité de production de qualité extrêmement importante. Et certes, on fait de la radio de flux principalement, mais cette radio de flux est pour une large part aussi de la radio de stock, de patrimoine, de richesse. Et cette richesse, elle peut s'exprimer au-delà de la temporalité immédiate de la radio linéaire. Elle peut prendre le temps de trouver son public. Je pense qu'il y a un 3e facteur, et qui est plus récent à Radio France, c'est celui de la qualité de l'exposition de nos contenus. On a fait beaucoup d'efforts d'édition numérique pour que les internautes puissent s'y retrouver dans une offre pléthorique. On a 1,5 million de sons en ligne aujourd'hui. 1,5 million. Si les contenus ne sont pas bien référencés, pas bien documentés, impossible de s'y retrouver. Gros travail de tag de vos équipes, de référencement, tout ça, toute cette... Il y a quelques années, quand vous recherchiez une émission dans Google, vous tombiez sur la saison d'il y a 4 ans ou 4 ans auparavant sur nos sites. Ça n'allait pas. Ça, c'est toxique, ça. Toxique, je sais pas, parce que ça permettait peut-être des découvertes heureuses, mais en tout cas, c'était probablement pas l'usage prioritaire de nos internautes. Un mot des assistants vocaux, les enceintes connectées. Est-ce que vous avez senti pour Noël un frémissement ou peut-être une explosion
des connexions via les assistants vocaux, parce que vous avez certainement déjà quelques tendances. Est-ce qu'à Noël, on a beaucoup offert et est-ce que l'audience a explosé sur ces supports-là ? Alors il faut dire à notre public qu'on enregistre quelques jours après Noël. Il est un peu tôt pour le dire, mais on a déjà vu dans les premiers chiffres, une explosion forte des écoutes de Radio France sur les assistants vocaux. On attend d'avoir un peu plus de recul pour vraiment mesurer l'effet et sa durabilité, sa pérennité, on va voir. On avait déjà vu une explosion l'année dernière au moment de Noël. Il semble qu'on ait affaire à une nouvelle progression substantielle des assistants vocaux. Qu'est-ce qu'on écoute parce que maintenant vous avez un peu de recul sur les assistants vocaux. Quel contenu de Radio France on écoute ? Beaucoup quand même nos radios en direct. D'accord, donc tout simple, le flux de la radio. On demande finalement, l'assistant vocal remplace le poste de radio pour ceux qui en sont équipés. On écoute aussi beaucoup le Flash Info qui est produit chez nous par France Info. Alors par exemple, je dis Alexa, quelles sont les dernières infos ? Et là, ça lance France Info. Un super coup pour vous d'ailleurs. Ça donne des infos rafraîchies toutes les 10 minutes. Je ne sais pas si c'est un super coup, c'est ce que fait la radio France Info à longueur d'année et à longueur de journée. Elle était probablement la plus à même d'offrir ce service sur les assistants vocaux. Aujourd'hui, avec toute cette explosion, est-ce que le défi de Radio France, c'est pas la bande passante ? Ça coûte de l'argent. Et justement, aujourd'hui, est-ce que votre succès vous dépasse pas un peu ? Et aujourd'hui, on va avoir un problème de ressources, y compris financières, par rapport à cette bande passante. Alors, il y a deux choses. D'abord, la bande passante a un coût marginal qui baisse pendant que nos audiences progressent. Donc on a deux facteurs qui vont dans le sens contraire et qui ne s'annulent pas. Nos coûts augmentent, mais néanmoins qui tempèrent l'augmentation qu'on pourrait observer. Et par ailleurs, oui, le coût augmente et c'est pour ça qu'on cherche une façon de le financer. On a introduit il y a quelques mois de cela, de la publicité sur nos podcasts, précisément pour financer l'explosion qu'on a vue sur les téléchargements de podcasts. Un mot peut-être de la vidéo. Aujourd'hui, quelle est la politique de Radio France par rapport à la vidéo ? Pas de fusion encore annoncée avec France Télévisions. Je ne vais pas vous interroger là-dessus, évidemment, parce que c'est pas de votre fait, on va dire. Mais on a vu que France Inter avait modernisé son studio. France Info fait un peu de télé aussi. Aujourd'hui, vers où on va en termes de vidéo et de traitement de vidéo de vos programmes ? Alors, il ne faut pas se méprendre sur la vidéo. Vous me parlez de France Télévisions et de la télévision. Nous, on ne cherche pas à faire de la télévision, sauf dans des cas très particuliers et très précis. Ce qu'on cherche, c'est à amener ce qu'on produit en radio vers des auditeurs. Or, les gens passent du temps sur des plateformes vidéo, comme YouTube, comme Facebook, comme d'autres qui accueillent de la vidéo et qui, malheureusement, pour nous, aujourd'hui, n'accueillent pas de l'audio. Donc, toute notre réflexion a été comment amener de l'audio sur des plateformes vidéo. Parfois en filmant les studios, et avec des studios d'une qualité qui s'améliore en matière d'image, parfois en habillant le son avec des photos, avec du texte, avec de la vidéo. Que pensez-vous de la politique de RMC, du groupe Altice, qui aujourd'hui a inauguré des studios ? Aujourd'hui, ils ne disent plus qu'ils produisent de la télé ou de la radio ou du digital, ils produisent des contenus, peu importe la façon dont on les diffuse. Que pensez-vous de cette politique et de cette vision qui aujourd'hui un peu décloisonne complètement les médias ? Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur des autres acteurs du secteur. Leur stratégie semble quand même très cohérente, former un tout entre RMC et BFM. Leur nouveau studio accompagne cette stratégie. Mais sur le fond de votre question, je tiens quand même à dire que je pense qu'on ne peut pas tout mélanger. Les usages ne sont pas les mêmes. Ceux de l'audio et ceux de la vidéo correspondent à des moments de vie différents, à des situations d'usage, d'écoute, de visionnage différents. Et tout n'est pas dans tout, non. D'accord, la radio c'est de la radio, de la télé c'est de la télé. Un mot de la proximité. On s'était parlé pour la lettre pro de la radio il y a quelques mois. Quand vous étiez arrivé, France Bleu était très en retard en matière de numérique avec des sites qui marchaient mal, des applications qui marchaient mal. Quel est le bilan aujourd'hui et est-ce que vous avez des projets ? On sait que France Bleu c'est 44 stations, donc c'est x44 à chaque fois qu'on lance quelque chose. Aujourd'hui, quel est votre bilan justement autour de cette info de la proximité et autour du numérique ? Écoutez, j'ai un point de repère, qui est le moment où je suis arrivé à Radio France il y a à peu près 4 ans, où la fréquentation numérique de France Bleu, de son site et de son application, était autour de 2 millions de visites par mois. Tout le monde disait qu'il était loupé d'ailleurs, le site de l'époque. Oui, en tout cas très, très dysfonctionnant, voilà. À tout le moins. On a refait son site en septembre 2015, on l'a fait évoluer en permanence depuis, et on a refait son application
également sur les smartphones. De 2 millions, on est passé en novembre de ce mois-ci, les derniers chiffres dont je dispose, à 24 millions. Vous voyez, plus que x10. Pourquoi ? Parce que, 1, ça marche, comme vous le disiez. 2, les collaborateurs de France Bleu se sont mis à la contribution. Ils s'y mettaient déjà avec quelque chose qui ne marchait pas. Donc ça les a découragés. Et finalement, de ce découragement s'est transformé en fierté, me semble-t-il. Et les collaborateurs de France Bleu font vivre cette offre numérique qui ne fait que progresser mois après mois à une vitesse qui me surprend moi-même, même si je ne doutais pas de leur potentiel. Donc ce que je souhaite à France Bleu, c'est que ça continue. On a encore énormément de choses à exprimer en numérique, issues de tout ce qu'on produit pour la radio, x44 comme vous le dites. Dernière question, pour 2019, quelle va être la ou les grandes innovations que prépare la direction du numérique de Radio France ? Écoutez, je ne sais pas si je veux m'exprimer sur les grandes innovations, puisque à l'avance, on ne sait pas. On les constate quand elles arrivent et on tâtonne dans plein de directions différentes. On a d'ailleurs lancé, avec les collaborateurs, avec les salariés de Radio France, un accélérateur d'idées un bar à podcast, c'est ça. Et un bar à podcast, un accélérateur d'idées qu'on a construit avec nos confrères de Radio-Canada pour faire émerger des idées des salariés. Il y a un projet qu'on a sélectionné et qui verra le jour dans quelques temps. Écoutez, on l'appelle la Radio Réveil et vous verrez ce à quoi ça ressemble. Et j'invite votre public à aller regarder ça en ligne. C'est très prometteur. La Radio Réveil. Ouais, une offre pour les enfants. Très bien. Eh ben écoutez, parfait. Merci beaucoup Laurent Frisch, directeur du numérique et de la production. Merci à vous d'être venu avec nous ici sur Connectonaire avec la lettre pro de la radio. Et très bonne année à vous. Merci. Bonne année à vous.